C'est l'heure du journal. Vous faites bien de nous rejoindre à toutes et à tous. Bonsoir, voici le sommaire. Élection présidentielle. Sur le plan de l'organisation, la Direction générale des élections lance pour 2 jours la formation des acteurs sur le processus et les nouvelles dispositions relatives au vote, ainsi que les opérations électorales. Traitement cardio-cérébrovasculaire, la Chine et l'Afrique souhaitent agir ensemble. Un forum de haut niveau est initié par les 2 parties. La rencontre se fixe pour défi de faire face aux problèmes de santé mondiale. Réhabilitation de la source d'eau Zalitoma, la pose de la première pierre mobilise le patriarche et les autorités administratives. Mobilisation de fortes émotions à suivre dans ce 13h. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue. Élection présidentielle, poursuite des préparatifs sur le plan organisationnel, 2 jours de formation au bénéfice des acteurs électoraux. Thème de la session, les nouvelles dispositions relatives au vote et les opérations électorales. Amadou Touré, Abdul Razak Souma. Les préparatifs de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 s'accélèrent. À 34 jours du scrutin, la Direction générale des élections DGE lance cette formation sur les opérations électorales et la gestion de la logistique. La démarche vise à faire une mise à niveau de ces cadres sur le processus et les nouvelles dispositions relatives au vote et les opérations électorales. Nous sommes dans l'organisation d'une élection majeure qui est l'élection présidentielle. Donc il était important pour nous d'avoir cette formation avec l'ensemble des directeurs régionaux, préfectoraux, les préfectoraux qui vont relier la formation avec les chefs de services communaux afin d'encore davantage professionnaliser notre travail sur le terrain. Au-delà de cet aspect fondamental, cette session vise également à faire une présentation globale du matériel électoral spécifique à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Partant de notre succès lors du référendum, il est question de reproduire ce succès pour cette élection majeure qui est l'élection présidentielle. Nous avons tiré des leçons durant le référendum, et ces leçons, c'est la partie logistique et la partie opérationnelle. Donc c'est ce qui fait l'objet un peu de cet atelier-là. Et nous avons mobilisé tous les 33 préfectoraux, plus les 8 régionaux et les 13 communaux de Conakry. Cette formation est vraiment nécessaire en ce sens qu'elle nous permet de comprendre l'ensemble des matériels électoraux que nous recevons dans nos régions, dans nos préfectures ainsi que dans nos communes par rapport à l'utilisation efficace de ces matériels. Ces séances qui vont durer 2 jours visent aussi et surtout à renforcer les capacités de ces acteurs sur la procédure de vote, la vérification d'usage et l'ouverture d'un bureau de vote d'une part et de l'autre, à approfondir la maîtrise de ces acteurs sur le remplissage des fiches et la transmission des procès-verbaux. Élection générale en Guinée-Bissau, l'heure est à la compilation des résultats. Pendant ce temps, la mission d'observation de la CEDEAO a fait une déclaration préliminaire par rapport à l'organisation de ce double scrutin. Sur place, à Bissau, on retrouve Adama Mohamed Keïta, Mohamed Touré. En Guinée-Bissau, les missions d'observation de la CEDEAO ont publié leur rapport préliminaire après le déroulement des élections générales. La délégation sous-régionale présente dans plusieurs bureaux de vote salue d'abord le climat globalement calme et ordonné dans lequel les électeurs se sont rendus aux urnes. Deuxième point important de la déclaration, la CEDEAO souligne la bonne organisation du personnel électoral avec du matériel disponible et des procédures respectées dans la majorité des centres visités. Cependant, la mission rappelle la nécessité pour les acteurs politiques de maintenir un dialogue constructif afin de garantir la stabilité et la transparence pour la suite du processus. La mission a observé avec intérêt le déroulement du scrutin, tant à Bissau, la capitale, qu'à l'intérieur du pays. Dans cette déclaration préliminaire, la mission d'observation affirme que le processus a été transparent, de l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à la clôture. Les petits manquements observés ne sont pas de nature à entacher la régularité du vote, qui s'est déroulé dans un climat démocratique apaisé. Nous saluons la maturité du peuple
de Guinée-Bissau. Enfin, la CEDEAO affirme qu'elle poursuivra son suivi jusqu'à la publication des résultats définitifs et continuera d'accompagner la Guinée-Bissau dans le renforcement de sa démocratie. Modernisation des médias de service public, le département des tutelles s'investit pour améliorer les équipements à la RTG. Des travaux sont en cours. Éventuellement, on pourrait constater une nette évolution dans la qualité des prestations. Carlos Mandialo. Pour avoir passé l'essentiel de sa carrière à la RTG, le ministre de l'Information et de la Communication, Fana Souma, enfin connaisseur de la maison, est à pied d'œuvre pour sa modernisation, en investissant sur le segment de diffusion à travers l'installation d'équipements de numérisation. Un pas est sur le point d'être franchi dans l'atteinte d'un objectif majeur dans le développement de la télévision nationale. Alors, concrètement, le but de ces équipements, c'est de passer de la définition actuelle qui n'est pas dans les normes et de passer en haute définition dans les normes internationales. C'est juste vraiment le but ultime, c'est ça. Donc l'ensemble de ces équipements-là ont pour rôle d'augmenter la qualité des images et du son à partir du nodal. On peut passer de la haute définition même jusqu'à la ultra haute définition. Tout dépendra maintenant du flux que certains appareils peuvent recevoir au niveau de la maison. Mais oui, on est capable d'aller même jusqu'à ultra haute définition après la mise en œuvre de ces équipements. On aura un meilleur son et beaucoup plus clair, donc avec moins de grésillement. Donc, parce qu'en voulant trop compresser le son, on finit par perdre la qualité et voilà, donc on pourra avoir un son de meilleure qualité avec digne d'une télé de 2025. La RTG est une des vitrines de la Guinée. Le ministère de l'Information et de la Communication, dans son plan d'action, accorde une attention particulière à ce média. Alors que s'annonce la campagne pour la présidentielle, elle est au cœur du dispositif d'information et de sensibilisation pour une élection apaisée et réussie. Les actions initiées par le département de l'information et de la communication visent ainsi à rendre la télévision nationale plus compétitive avec des images de meilleure qualité attendues à l'issue du travail technique en cours. Également, à la radiodiffusion nationale, le ministre Fana Souma a visité les nouveaux studios dont les travaux ont été financés par le ministère et équipés d'appareils de dernière génération. Pour l'utilisation efficace de l'ensemble des nouveaux équipements, le ministre annonce une série de formations des techniciens. Au chapitre santé, traitement cardio-cérébrovasculaire, je vous le disais à l'instant, Conakry abrite le 3e sommet Chine-Afrique. Les deux parties souhaitent agir ensemble, une rencontre de haut niveau pour faire face à ce problème de santé mondial. Fatoumata Batouli Diallo. La sous-région ouest-africaine est confrontée à une hausse inquiétante des maladies cardio-cérébrovasculaires qui représentent un risque majeur pour les populations. Pour mieux les prendre en charge, la 3e édition du sommet sur le traitement cardio-cérébrovasculaire dans le cadre du forum Chine-Afrique de l'Ouest se tient en Guinée. Dans le domaine du diagnostic et du traitement clinique, promouvons conjointement les normes de diagnostic et de traitement intégrés. Et continuer à bien réussir pour ce sommet et aussi établir une coopération continue dans le domaine de traitement et de diagnostic des technologies adaptées. Non seulement on va envoyer les équipes médicales en Guinée, il faut aussi inviter les professeurs, les médecins, les jeunes médecins à aller en Chine pour suivre les formations. Pour les autorités sanitaires, ces maladies restent l'une des principales causes de mortalité dans le monde. En Afrique de l'Ouest, leur progression est accélérée par l'évolution des modes de vie, l'urbanisation rapide et le manque d'outils de dépistage et de prise en charge adaptés. Ce sommet n'est pas seulement un lieu de discussion, plutôt un point de départ vers des actions concrètes, mesurables et durables. Je souhaite que les échanges de connaissances qui vont s'opérer ici débouchent sur des partenariats renforcés, des projets de recherche conjoints et surtout sur une amélioration visible et palpable de la prise en charge des malades cardio-cérébrovasculaires dans nos pays respectifs. Je pense qu'en unissant nos forces, nos savoirs et nos visions, nous pouvons transformer ce forum en une stratégie exemplaire de coopération sud-sud et sud-nord au service de la vie, de la science et du progrès humain.
Le sommet vise à accélérer le transfert de technologies dans l'imagerie médicale, la chirurgie mini-invasive, la télémédecine et l'intelligence artificielle appliquée à la cardiologie et à la neurologie. Il ambitionne également de renforcer la formation continue et spécialisée des professionnels de santé ouest-africains en leur fournissant les outils nécessaires pour répondre aux besoins des populations. On enchaîne avec la lutte contre le diabète. Les initiatives se multiplient au-delà des traitements. Le sport est mis à profit. Cela se matérialise par l'organisation des activités physiques afin de réduire les risques liés au diabète. Marwan Kamara. À l'hôpital national d'Onka, des équipes médicales se tiennent à la disposition des populations pour proposer des tests de glycémie, des conseils nutritionnels et des recommandations personnalisées. L'objectif, permettre à chacun de mieux connaître son état de santé et de prévenir les complications liées au diabète. Depuis 8 heures déjà, ils sont en train de travailler, faire des dépistages de diabète, de l'hypertension artérielle et tous ces facteurs de risque. En Afrique et dans le monde, 7 personnes sur 10 vivent avec le diabète alors qu'ils ne se connaissent pas diabétiques. Donc c'est lors de ces campagnes de dépistage-là qu'on peut vraiment déceler beaucoup de diabétiques. Organisée par l'hôpital national d'Onka, l'initiative s'inscrit dans le programme de la Journée internationale du diabète. Une occasion pour certains de découvrir leur état de santé et pour d'autres de se renseigner sur les mesures de prévention. J'invite tout un chacun à venir se faire dépister, même si ce n'est pas aujourd'hui, car la prévention elle est très importante et aussi d'adopter des mesures. L'année dernière, nous avons dépisté jusqu'à 400 personnes. Cette année, et je veux vraiment remercier l'ensemble de nos partenaires parce que les équipements et les consommables de dépistage coûtent très cher. Donc cette année, nous espérons entre 400 et 800 personnes qui viendront ici se faire dépister. Le diabète reste l'une des principales causes d'amputation, d'accidents cardiovasculaires et de cécité selon les spécialistes. Pourtant, un diagnostic précoce peut changer la trajectoire de la maladie. Couverture vaccinale. Le gouvernement et ses partenaires se fixent pour défi de l'améliorer considérablement. Un accent est mis sur la qualification des acteurs engagés dans la sensibilisation à l'AB. Ils renforcent leur capacité pour réussir la mobilisation communautaire. Salafoudine Diallo, Sona Sagno. Le programme élargi de vaccination vise à améliorer la couverture vaccinale en Guinée, en réduisant significativement le nombre d'enfants zéro dose et sous-immunisés, un des axes majeurs de papier. Cette initiative est le renforcement des capacités des acteurs de sensibilisation issus des associations féminines dans les 11 districts pilotes. L'objectif, mobiliser efficacement les communautés autour de la vaccination en prenant en compte les enjeux de genre. Ici, on vise à une mobilisation communautaire par rapport à la vaccination qui tient compte de la dimension genre. Vous savez, la santé, le personnel de santé offre les services et la communauté fait la demande. Donc on est là dans le cadre d'une augmentation de la demande par rapport à la vaccination pour les 11 districts prioritaires du projet Genre et Équité du FAI. Ce que j'ai à vous dire, c'est de prendre courage et faire une bonne sensibilisation au niveau de la communauté pour que la vaccination et les femmes enceintes viennent au niveau des centres de santé. Dans une approche participative, les agents de sensibilisation ont été formés sur des thèmes essentiels tels que l'importance de la vaccination, les droits humains et la vaccination ainsi que les techniques de reporting et de fréquence des séances de sensibilisation. L'atelier organisé dans le cadre du projet accélérateur de l'équité vaccinale a pleinement répondu aux attentes. À la sortie de cet atelier, je m'engage à faire bien le travail, sensibiliser tout le monde sans différence d'âge ou sexe, sensibiliser tout le monde pour que la vaccination marche, pour que nous protégeons nos enfants et les femmes enceintes. Selon Ouinik, en 2022, la couverture vaccinale pour le DTC3 en Guinée était de seulement 47%.
En 2021, le pays comptait 281 646 enfants zéro dose ou sous-immunisés. La moitié de ces enfants se trouvent dans les districts ciblés par ce programme prioritaire. Entre mauvaise récolte et traitements inadéquats, le café et le cacao guinéen peinent à franchir les frontières. Une rencontre entre le service contrôle qualité et les acteurs vient de se tenir en Zérékoré. Ambition exprimée, inverser la tendance et remettre la qualité au cœur de la filière. Maïmouna Bella Diallo. À l'Office national de contrôle de qualité, l'ONCQ, la promotion de la qualité des produits agricoles reste une priorité. L'ONCQ, organe chargé de réglementer les produits alimentaires et non alimentaires depuis la production jusqu'à l'exportation, renforce son accompagnement auprès des acteurs de la filière café-cacao. Que le cacao doit être stocké sur une palette en caoutchouc, à 24 degrés, c'est extrêmement important. Là, il ne sera pas trop sec et il ne sera pas trop humide. On peut comprendre aussi à partir des producteurs, parce qu'il n'est pas sans savoir que l'humidité compte beaucoup sur la qualité du cacao. Lorsque le cacao est dans les sacs en gîte, il les respire. Nous sommes là-dessus, on est en train de mener des démarches par rapport à ça, pour que vraiment, à partir des producteurs, qu'on ait les sacs en gîte, jusqu'au niveau de l'exportation. Selon l'ONCQ, l'objectif est d'assister l'ensemble de la chaîne, producteurs, pisteurs, acheteurs et exportateurs. La qualité du café, elle aussi, dépend fortement du respect des bonnes pratiques. Et nous faisons quoi? À travers des sensibilisations, à travers des formations, nous les expliquons clairement comment un pisteur qui est là, et un acheteur qui est là, comment il doit se comporter pendant les moments de transport pour toujours maintenir la bonne qualité et comment il doit stocker. Ça fait maintenant plus que 3 ans on n'a pas pu exporter le café sur le marché international. Ce n'est pas parce que le café guinéen n'est pas bon, mais le manque de traitement, ça nous affecte beaucoup dans le marché. Ce que je donne le conseil à nos paysans, c'est de laisser le produit arriver au temps avant de cueillir. Quand le produit arrive au temps avant de cueillir, ça sort de bonne qualité. Notre café aujourd'hui, le café guinéen aujourd'hui est plus doux que le café des sous-régions. Parce que notre café, c'est des cafés naturels. Tout le monde veut des cafés guinéens, mais seulement le traitement qui décourage nos clients à l'extérieur. À travers ces sensibilisations, l'Office national de contrôle de qualité espère redonner à la filière café-cacao toute sa compétitivité et permettre aux producteurs guinéens de tirer pleinement profit de leur récolte. À présent, on s'intéresse à cette réserve en eau. Il s'agit du lac de Sonfonia. Le site est la cible d'une opération de curage. C'est un engagement de la jeunesse du quartier afin de préserver le bien-être des populations. Aboubakar Junior Kamara. Le lac de Sonfonia est un site stratégique et transversal entre plusieurs départements ministériels, notamment l'environnement et le développement durable, de l'agriculture, de l'énergie et même du tourisme. Aujourd'hui, le lac de Sonfonia présente une image peu réduisante, menacé par des actions humaines, dépotoirs d'ordures ou encore des agressions pour une urbanisation incontrôlée. Aujourd'hui, la jeunesse de Fulamadina veut changer la donne en organisant des opérations d'assainissement à travers le curage du lac. Avec mes collègues de quartier, surtout le chef de quartier, j'ai initié le projet, je l'ai soumettu, il a accompagné, il dit c'est une bonne initiative pour nous, le quartier, d'assainir le lac de Fulamadina. Vous voyez ce qui est là aujourd'hui, les ordures qui sont là, on ne comprend rien ce qui se passe. Même la commune doit intervenir sur ça, parce que les bars qui sont à côté là, vous-même voyez, les chipas et les ordures qui sont dans le lac comme ça. Et l'eau, on doit traiter de l'eau, on ne doit pas l'abandonner l'eau comme ça. Autorités locales et administratives de la commune de Sonfonia, tous mobilisés pour transformer l'image de ce site touristique de la capitale. Il n'est pas sa première. Il a mobilisé tous les citoyens aujourd'hui pour faire face à l'assainissement de ce lac-là, qui est un programme déjà tracé par le gouvernement. Je salue son initiative, je l'encourage, je félicite les citoyens qui sont mobilisés pour la cause commune. Ces actions citoyennes viennent à point nommé
Une manière pour ces organisateurs de mettre la jeunesse autour des sujets d'intérêt commun. Pendant la saison pluvieuse, il y a une inondation qui ne dit pas son nom. Des fois, il y a une inondation et ça peut barrer même le pont. Donc nous voulons nettoyer pour essayer d'éviter tout cela et profiter du lac parce que c'est un bijou qui est là. Un lac en plein capital, ce n'est pas donné à tous les pays. Et nous l'avons. Pourquoi ne pas en profiter? Donc nous demandons l'appui des autorités afin qu'on puisse bénéficier de ce bijou. La jeunesse de Flamadina met en place une cellule de veille afin de surveiller le lac contre toute action d'agressivité. Un autre bijou qui a besoin de l'attention des décideurs. Volet culture de ce journal, Festival national des arts et de la culture, les échos sont favorables à l'intérieur du pays. Chaque région prépare ses représentants avant le grand rendez-vous de Conakry. Déjà, on note une belle ambiance. Images et témoignages avec Ousmane Ba. À la primature, le ministère des Infrastructures ouvre cette troisième journée avec un bilan axé sur le désenclavement et l'amélioration de la mobilité. En 2025, le département a réalisé plusieurs routes urbaines et interurbaines et finalisé des ouvrages majeurs à Conakry. Aujourd'hui à Conakry, le projet sur les 5 ponts ou des zones enclavées de Conakry, on a des ouvrages qui permettraient de lier les différents quartiers entre eux et aussi d'avoir des dessertes pour désengorger des carrefours et des zones complètement enclavées. Le ministère des Transports a présenté un rapport orienté vers la modernisation et la digitalisation de ses services. Nous avons eu 3 objectifs principaux. C'est d'améliorer et digitaliser le transport terrestre. Nous avons aussi digitalisé certains aspects des paiements et de suivi par rapport au secteur maritime. Et au côté aérien, nous sommes aussi en train de travailler pour améliorer le trafic aérien de la Guinée. Aujourd'hui, la modernisation de l'aéroport international d'Ahmed Sékou Touré est vue par tout le monde. Du côté du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, les responsables ont insisté sur les contraintes rencontrées en 2025. Retard de décaissement et renforcement nécessaire des capacités opérationnelles. Il demeure des défis, parmi lesquels nous avons noté le retard dans le décaissement des ressources publiques. Parce que parler des activités, c'est d'accord, on est d'accord, mais encore faut-il que le département ou les services disposent des ressources suffisantes pour leur mise en œuvre. Nous avons également noté, n'est-ce pas, les questions liées au renforcement des capacités et des différents services du département. Parce que qui parle des départements d'activité, pas des hommes. Si les hommes qui les mettent en œuvre, n'est-ce pas, éprouvent des déficits en termes de capacités techniques et opérationnelles, cela pose d'énormes problèmes. Le ministère de l'Habitat a mis en avant un enjeu central, la sécurisation du foncier. Le département affirme que les litiges liés aux doubles attestations appartiennent désormais au passé, grâce à la digitalisation complète des procédures. Si vous prenez le tronçon fort autonome Palais du Peuple, vous avez vu les travaux d'envergure qui se sont engagés et nul n'est sans savoir que ça, c'est des œuvres gigantesques que l'habitat est en train de faire en charge de la voirie urbaine. Allez à Samatra, Symphonia de Breka, vous verrez que les travaux sont en train d'être abattus là-bas et sur la route aussi de Karbiling-Kouria, la même chose est en train de se faire. Face à la commission, le ministère de la Pêche a rappelé les mesures entreprises pour réguler le secteur et soutenir les acteurs locaux. Malgré les contraintes budgétaires et logistiques, des contrats récemment validés permettent d'améliorer le fonctionnement du département. On a des difficultés en termes de moyens logistiques. C'est ça aussi, nous avons tenu compte dans notre étude diagnostique pour que les problèmes soient posés en termes de renforcement des capacités, de moyens logistiques et de moyens financiers pour que les actions concrètes retenues pour atteindre la vision de son Excellence, Monsieur le Président, par rapport à tout ce qui est souveraineté alimentaire, par rapport à la protection de notre écosystème, par rapport à la surveillance de nos eaux, soient vraiment atteints. Le ministère du Commerce a également présenté son état d'avancement. Les efforts portent sur la régulation des marchés, le contrôle des prix, la protection du consommateur et l'amélioration des circuits d'approvisionnement. Les actions que nous avons réalisées, souvent d'ordre stratégique, sont entre autres l'opérationnalisation
du SIMPRI. C'est le système qui nous permet de superviser les prix sur le terrain. Il est vraiment totalement digitalisé et il nous permet d'avoir une idée de l'évolution des prix sur le marché. S'agissant du ministère des petites et moyennes entreprises, la Commission a reçu un rapport qui met l'accent sur l'accompagnement des entrepreneurs, l'accès au financement et la promotion de l'innovation locale. À date, on peut notifier des réformes et des actions majeures qui ont été menées au sein de notre département, notamment une nouveauté en Guinée, une cartographie de l'industrie appelée l'Atlas de l'industrie, l'accompagnement des PME avec le partenariat de certaines institutions financières en Guinée, des réformes qui ont été engagées au sein du département et autres. Le ministère de l'Enseignement supérieur a exposé des progrès réalisés dans les universités et institutions de recherche. Les efforts concernent la modernisation des infrastructures, l'amélioration de la qualité académique et le renforcement de la gouvernance universitaire. Nous avons toiletté les textes de l'enseignement supérieur. Nous avons de nouveaux règlements pour gouverner un peu les études au niveau de l'enseignement supérieur. Nous avons une plateforme unique de documentation pour permettre en fait aux apprenants d'avoir l'accès aux livres. Nous avons recruté des enseignants-chercheurs, aussi bien guinéens que non guinéens, pour améliorer le taux d'encadrement de nos institutions. Pour le ministère de l'enseignement préuniversitaire, l'année 2025 est marquée par l'amélioration des conditions d'apprentissage, le suivi des programmes éducatifs et le déploiement d'outils digitaux au service des écoles. Il y a la pénibilité du métier d'enseignant aujourd'hui, c'est-à-dire le système de métier d'enseignant n'est pas attractif. Donc pour nous, nous sommes en train de se battre, c'est pour cela que vous avez vu le statut particulier des enseignants qui peut nous permettre aujourd'hui de rendre ce métier plus attractif. Sinon dans les 15 ou 20 prochaines années, avec les INTIC et le développement de l'intelligence artificielle, on peut se retrouver avec un manque criard d'enseignants. Enfin, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a présenté les avancées liées au renforcement des centres de formation, à la mise à niveau des équipements et à la promotion des filières professionnelles. Les principales difficultés que nous avons rencontrées, c'est que nos textes organiques des différents services et des différentes directions, ces statuts ne sont pas encore validés et signés. Cette troisième journée d'évaluation s'achève sur la présentation des résultats tangibles et de priorités clairement définies. L'exercice se poursuivra avec les ministères restants afin d'établir un bilan exhaustif des performances gouvernementales pour l'année 2025. C'est plutôt à la primature avec l'évaluation des départements ministériels. Pendant ce temps, la capitale de la Guinée forestière renoue avec ses racines profondes. C'est à la faveur de la réhabilitation de la source d'eau Zalitoma, un lieu non seulement historique mais fondateur de l'identité de la ville. C'est le patriarche Goïkoya Lambert Zogbelemou qui a présidé la pose de la première pierre aux côtés des autorités administratives. Lancé Kamisoko. Nous sommes au centre de santé de Gonia 1 dans la commune urbaine de Zérékoré. Ici, le directeur préfectoral de la santé vient s'enquérir de l'état d'évolution de la campagne de vaccination contre les maladies évitables couplée avec la supplémentation en vitamine A. Sur les pas des agents de terrain, il constate de visu le déroulement des opérations. Ce qu'il faut noter, il y a une mobilisation de tous les acteurs autour de cette très grande campagne mutualisée. La vaccination se passe bien. Pour le moment, nous avons des intrants requis. Il n'y a aucun souci et la campagne se passe bien. C'est une initiative du gouvernement. C'est le ministère de la Santé à travers le PEV, le programme élargi de vaccination, et la direction de la santé familiale et de la nutrition qui organise cette campagne. Et nous, en tant qu'acteurs locaux, nous mettons en œuvre cette campagne au niveau préfecture. Dans le but de doter notre pays d'une administration plus performante, ces opérations sont associées avec l'enregistrement des naissances à l'état civil. Une mission du service d'état civil supervise les opérations. C'est pour voir comment se passe non seulement la vaccination, mais est-ce que les consignes données pour l'octroi des extraits de naissance gratuits aux enfants
de 0 à 6 mois et de 6 mois à 59 mois s'effectue selon la stratégie définie. Nous constatons que les agents sont sur le terrain et l'enregistrement s'effectue. Le remplissage des fiches s'effectue dans le cadre idéal et les agents, on les remercie. On remercie beaucoup aussi l'équipe de la santé qui est en train de faire un excellent boulot. Ces campagnes de vaccination, de supplémentation et d'enregistrement des naissances à l'état civil sont la volonté affichée des plus hautes autorités du pays à offrir aux usagers des services de qualité. C'est justement, Zélékoré, vous avez dû le comprendre, mais cette fois-ci sur la couverture vaccinale. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent.